Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de thèmes très importants. Les droits de l'homme, les mesures coercitives unilatérales, c'est-à-dire les sanctions, les blocus. Alors, ça va être un petit peu long, donc je vous conseille de vous faire un jus de papaye, de prendre des chips et de vous asseoir dans le fauteuil pour nous regarder. De vous asseoir, je vous le conseille doublement, parce qu'avec ce que va nous dire notre invité, je peux vous assurer que vous allez tomber à la renverse, donc mieux vaut être assis. Nous partons tout de suite pour Genève rejoindre notre reporter. Salut Romain. Eh bien oui, nous sommes ici dans la cité de Rousseau, dans la cité de Calvin, dans la ville où est mort l'écrivain latino-américain Borges. Nous sommes à Genève, en Suisse, et nous avons l'honneur d'être avec un très grand monsieur qui a été secrétaire du comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a été chef du bureau des requêtes du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU et qui est surtout connu médiatiquement pour avoir été un expert indépendant dans la promotion d'un ordre international démocratique et équitable. Je suis avec Alfred de Zayas, qui est donc juste derrière moi. Et donc, comme tu peux te l'imaginer, pour les droits de l'homme, à lui, on ne lui fait pas à l'envers. Oui, bon, d'accord. Si tu pouvais surveiller ton langage, ça serait pas mal, ok? En tout cas, pour nous, c'est évidemment un honneur de recevoir une personne, un expert de la taille d'Alfred de Zayas. Donc, merci à vous, Alfred de Zayas, de nous accorder cette interview. Alfred de Zayas, bonjour. Bonjour. Alfred de Zayas, comme nous le rappelait notre reporter, vous avez occupé plusieurs postes importants dans la sphère des droits de l'homme de l'ONU. Est-ce que vous pourriez expliquer aux profanes que nous sommes comment fonctionne le système de protection des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies? Comme vous le savez, depuis Eleanor Roosevelt et Charles Malik et John Humphrey et René Cassin, depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, on a adopté une dizaine de traités contraignants sur les droits de l'homme, parce que la déclaration, elle, n'est pas contraignante. Alors, on a adopté le pacte relatif aux droits civils et politiques, le pacte relatif aux droits économiques, socioculturels, la Convention contre la torture, la Convention des droits de l'enfant, la Convention contre la discrimination raciale, la Convention contre la discrimination contre les femmes, etc. Et ces organes de traité, ils ont aussi des procédures de requête, des procédures de pétition. Et moi, j'étais le chef du département des pétitions. Alors, c'est comme être greffier à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ça, c'est une avenue pour les victimes de se diriger aux différents organes des Nations Unies pour avoir un recours. Si ils ont essayé un recours dans leur pays et ça n'a pas fonctionné, on peut toujours s'adresser aux Nations Unies. Mais les traités ne sont pas universels. Par exemple, pour les pactes relatifs aux droits civils et politiques, il n'y a que 172 États partis. Et pour la procédure de requête, il y a 117. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États qui ne participent pas. Universel, c'est le système, si vous voulez, plus politisé, le système moins juridique du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, c'est les successeurs de l'ancienne Commission des droits de l'homme. Moi, j'ai considéré que la Commission des droits de l'homme a fait un travail remarquable. Par contre, les caprices et la stupidité du monde, on a dit, ah non, la Commission, elle est politisée. Il faut avoir un conseil
des droits de l'homme sérieux qui va travailler de façon professionnelle, objective, non sélective, etc., etc. Alors ça c'est... Lorsqu'on a commencé à parler de ça, et je me rappelle à l'époque, même le secrétaire général des Nations Unies s'est joint à cet argument. Mais c'était absurde. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique, socio-culturel des Nations Unies, bien sûr qu'ils sont politiques. Alors, comment vous pensez que le Conseil des droits de l'homme ne sera pas plus politique? En tout cas, on a changé les noms, mais on a gardé, par exemple, quelques mécanismes qui sont très utiles. On a gardé les mécanismes de ce qu'on appelle les procédures spéciales, c'est-à-dire les rapporteurs spéciaux, les experts indépendants, les groupes de travail. Il y a par exemple un groupe de travail sur la détention arbitraire. Il y a le rapporteur sur la liberté d'expression. Il y a le rapporteur sur les exécutions extrajudiciales, etc., etc. Il y a quelque chose de nouveau dans le système du Conseil des droits de l'homme, à savoir l'examen périodique universel. C'est-à-dire que tous les 5 ans, tous les États du monde, universels, doivent se présenter au Conseil des droits de l'homme, doivent présenter un rapport, le rapport sera discuté. Par contre, un examen de 3 heures. Et moi, j'ai assisté beaucoup de ces examens. Je les considère presque risibles parce que je n'ai rien vu de progrès concret de cette procédure. Les États font une centaine ou 200 recommandations. L'État accepte la moitié et ils ne font même rien. Alors, par contre, vous voyez, alors ça donne l'occasion aux organisations non gouvernementales de présenter une documentation que, alors le mécanisme permet une compilation d'informations qui ne sont pas nécessairement accessibles. Alors, il y a un added value à ce système, pas à cause de résultats concrets de l'examen périodique, mais parce qu'il y a une compilation de cas qui la société civile peut utiliser, que par la suite les activistes des droits de l'homme dans les organes nationaux des droits de l'homme peuvent essayer quand même de mettre en œuvre. Alors certes, mais en Amérique latine, beaucoup de ces ONG sont financées par les États-Unis ou par des gouvernements étrangers qui imposent leur propre agenda politique. Je me souviens d'ailleurs d'un très beau discours de l'ancien président d'Équateur, Rafael Correa, qui fustigeait ces organisations sans responsabilité politique et sans légitimité démocratique, comme il l'avait dit donc lors de cette conférence au Vatican le 15 avril 2016. D'ailleurs, on va réécouter ce que disait le président Rafael Correa à l'époque. Aquí se ha dicho que la sociedad civil tiene una importante participación. Yo les digo, hay que tener mucho cuidado con aquello. Depende cómo se define el Estado. O sea, algunas veces cuando me hablan ciertos opositores de que nosotros somos representantes de la sociedad civil, yo me pregunto, ¿representante quién soy? De los marcianos entonces, por haber ganado una elección. Depende cómo definamos el Estado. El Estado se puede definir como la representación institucionalizada de la sociedad, por medio del cual esa sociedad realiza su acción colectiva. ¿Y cómo se decide esa acción colectiva? Por medio de procesos políticos, por eso es importante la política.
Que puede haber exageraciones del Estado, como la anunció Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Annos, por supuesto, pero la solución no necesariamente es menos Estado, sino más democracia, más control democrático. Esa es otra cosa, porque a mí sí me preocupa cuando se quiere reemplazar al Estado y a la política con una definición ambigua de sociedad civil. En este mundo que vivimos hay cerveza sin alcohol, tabaco sin nicotina, café sin cafeína y quieren tener política sin políticos, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poquito eso, porque para mí no hay nada más peligroso para la democracia que actores políticos sin responsabilidad política. Y es una cosa que está sufriendo América Latina. Por ejemplo, una invasión de ONGs, muchas de ellas no espontáneas, que no son organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos, además de poderes fácticos que quieren poner la agenda política sin responsabilidad política, sin legitimidad democrática, y eso es muy grave para la démocratie. Alors, puisqu'on est dans l'exemple de l'Équateur, on va un peu poursuivre dans cette voie. J'ai souvenir aussi d'une déclaration donc, de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Rafael Correa, Guillaume Long, qui, lors d'un examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avait soulevé le problème que sur les 77 000 ONG qui existent en Équateur, on retrouve toujours dans ces organismes internationaux la même dizaine d'organisations fortement adverses au gouvernement et qui est en fait les seules organisations qui bénéficient de subventions ou de financement pour pouvoir se déplacer et payer les frais. Donc on est là dans un système peut-être un peu biaisé. Quelles sont les limites de ce système qui inclut les ONG et que pensez-vous, Monsieur de Zayas, de la déclaration que nous venons de voir de l'ancien président Rafael Correa? Je crois que Rafael Correa a raison. C'est un problème authentique. Les grandes organisations non gouvernementales sont financées par les grandes entreprises et par, bien sûr, les États-Unis, l'Union européenne. Et ils ont leurs intérêts, pas seulement dans les domaines des droits humains, ils ont leurs intérêts économiques, leurs intérêts géopolitiques. Et ce n'est pas seulement qu'une organisation comme Amnesty International ou comme Human Rights Watch nécessairement est vendue aux grandes puissances. Ce qui arrive, c'est qu'ils savent où se trouve leur avantage. Ils veulent, bien sûr, des donateurs, ils veulent être financés, et ils savent s'ils abordent quelques thèmes, ça va les coûter quelque chose. Alors, on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet, les mesures coercitives unilatérales, qui sont donc le nom savant, on va dire, lorsque l'on parle des sanctions ou du blocus économique. Est-ce que vous pourriez, Monsieur de Zayas, nous expliquer de quoi s'agit-il et que peut faire l'ONU contre ce système d'oppression? Vous savez, la question de sanctions ou de ce qu'on appelle mesures coercitives unilatérales, c'est une question abordée par les Nations Unies depuis des décennies. Ce n'est pas du tout neuf. Pourquoi? Les seules sanctions qui sont légales, d'après le droit international, sont les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies après une constatation qu'il y a eu une violation de la paix ou un danger de violation de la paix. Ça, il faut constater selon l'article 39 de la Charte des Nations Unies. Par la suite, l'article 41 permet des sanctions économiques
par exemple, les sanctions qu'on avait faites à l'époque contre le gouvernement de l'apartheid à l'Afrique du Sud, ou contre le gouvernement en Rhodésie, c'est-à-dire à Zimbabwe, le gouvernement de Ian Smith à l'époque. Bon, alors, ce sont des sanctions imposées par le Conseil de sécurité. Mais mesures unilatérales sont illégales après la Charte des Nations Unies. Ils violent les droits internationaux coutumières, ils violent les principes de la liberté de commerce, de la liberté de navigation. Il y a énormément de résolutions de l'Assemblée générale qui rejettent les mesures unilatérales coercitives. L'année 2000, la sous-commission des droits de l'homme, c'était l'organe consultatif de la Commission des droits de l'homme. Et l'expert indépendant, le professeur Marc Bossoit de la Belgique, a produit une étude de quelques soixantaine de pages en expliquant pourquoi ces mesures unilatérales sont illégales et quelles sont les conséquences et quelle est la responsabilité de l'État de faire réparation aux victimes. Parce que lorsque les États-Unis imposent des sanctions contre le Venezuela ou contre l'Iran ou contre la Syrie, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Il y a des conséquences humaines, pas seulement économiques. Mais bon, alors ces rapports, c'était vraiment le plus complète et le plus juridique, si vous voulez, qu'on avait vu dans les Nations Unies jusqu'à là. Le deuxième rapport qui était d'une grande importance, c'était le rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme, Navi Pillay. Ça, c'était l'année 2012. Également, elle a condamné les mesures unilatérales coercitives, pas seulement à cause de violations de droit international coutumière ou de traités, mais parce qu'il y a des conséquences adverses pour la jouissance des droits de l'homme de toute une population. Alors vous savez, ici une situation de, comme on appelle en anglais, collective punishment, une situation d'une punition collective qui, bien sûr, viole tous les principes de l'état des droits, tous les principes de la justice et de l'innocence individuelle. Alors, si on veut sanctionner un criminel, dit-on, on veut sanctionner George Walker Bush à cause de l'agression 2003 contre le peuple d'Irak, ça, on comprend. On peut sanctionner une personne. Mais sanctionner tout un peuple, c'est une autre chose. Et alors, il y a des conséquences, surtout si on essaie de asphyxier l'économie d'un État. Par exemple, maintenant, je suis sûr que les nombres si importants de morts en Iran à cause de COVID-19, les sanctions des États-Unis contre l'Iran sont tellement draconiennes que même dans les domaines de la santé et de la préparation pour faire face à une crise de santé,
sont touchés par les sanctions. C'est-à-dire, on pourrait comptabiliser, à cause des sanctions, il y a un nombre accru de victimes qui probablement ne seraient pas morts s'il n'y avait pas eu les sanctions. Et ça, c'est évident. Et comme je dis, le rapport de la haut-commissaire Navi Pillay était très clair sur ces points-là et il a demandé que les sanctions soient levées. Une autre chose, le comité des droits économiques, sociaux et culturels, ils ont la pratique de produire des études ciblées sur des articles du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et le commentaire général numéro 8 aborde la question de mesures unilatérales coercitives et disent alors, il comporte, ou elle comporte, des violations des articles tel et tel et tel du pacte. Et alors, il y a une responsabilité de faire réparation aux victimes. Depuis 2015, nous avons la fonction du rapporteur spécial sur les mesures unilatérales, l'ambassadeur Idriss Yazairi. Hélas, il est décédé le 27 février. Je suis allé à son funérailles et maintenant il y aura un successeur. Mais lui, c'était un homme de courage, c'était un homme qui a écrit des rapports excellents sur les conséquences des mesures unilatérales coercitives et on verra si son successeur aura le même courage que Idriss. Alors du courage, vous en avez eu, puisque à rebours de ce que disaient les ONG et les médias à l'époque, vous avez décidé en tant qu'expert indépendant d'aller enquêter et de produire un rapport sur la situation économique et sociale du Venezuela. Et alors vous avez été menacé pour ça. Est-ce que vous pourriez revenir sur le harcèlement que vous avez subi et surtout nous expliquer pourquoi vous avez subi un tel harcèlement? Je considère, et je l'ai accepté comme ça, lorsque je suis nommé expert indépendant, je savais que lorsqu'on dit des choses qui ne sont pas très populaires, qu'il peut avoir des conséquences. Et je ne suis pas le premier rapporteur qui a été harcelé. Mais j'étais étonné du niveau de harcèlement. Et le niveau de harcèlement qui a commencé bien avant ma visite. Comme je vous ai dit, même 6 semaines avec ma visite, on avait déjà annoncé que ma visite serait inutile et serait une fake investigation. J'ai reçu des lettres des ONG qui m'ont prié de ne pas y aller. Parce que, puisqu'ils pensaient, et ils avaient raison, je n'avais nullement l'intention de chanter la chanson qu'ils voulaient écouter. Ok, très bien. Donc, pour résumer, les grandes ONG se sont opposées à la venue d'un expert indépendant qui travaille pour l'Organisation des Nations Unies. Et en plus, quand elles ont vu que cette personne allait quand même faire son travail, elles l'ont harcelé moralement. Bon, ça c'est bon à savoir, parce que c'est comme ça que fonctionne ce système des grandes multinationales de l'humanitaire, pour toi qui nous regardes. Alors, monsieur de Sayas, est-ce que vous avez quand même eu des soutiens pour ce travail? Alors, c'est une question aussi du discours de la haine. Vous savez, alors on parle beaucoup de hate speech aujourd'hui, mais il y a du hate speech contre Maduro et contre Arriaza et contre Diosdado Cabello et contre Delcy Rodríguez.
et même contre moi-même, et je ne suis pas vénézuélien. Alors, si vous voyez les menaces et les insultes que j'ai dû souffrir pendant ma visite et après, parce que j'ai dit il y avait une mobbing ante-mission, pendant la mission et post-mission. Alors, c'était absolument intolérable que je sois indépendant. Alors, c'est ça, c'est que j'ai essayé d'expliquer dans un paragraphe de mon rapport, qu'il y a un problème lorsque un rapporteur ne peut pas faire son travail de façon professionnelle et de façon indépendante parce que sa vie est en jeu et parce qu'il est menacé. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on s'en fout. Le bureau, lorsque j'ai dit au bureau tout ce que j'avais reçu, on s'en foutait. Et même lorsque j'ai été calomnié dans la presse, le bureau n'a jamais sorti un démenti. Alors c'est vraiment très décevant. Et quelle a été l'attitude du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU? Peu de bonne volonté. On pourrait faire beaucoup, mais la bonne volonté manque. Alors aussi chez nous, au Haut Commissaire aux droits de l'homme. Alors, pendant la période de l'ancien Haut Commissaire Zeid Ra'ad al-Hussein, c'était encore pire. Et j'étais très déçu. Comme vous savez, je suis ancien haut fonctionnaire du bureau. Je suis retraité en tant que chef du département de requête. Et j'étais le premier rapporteur qui a pu visiter le Venezuela. Dès que j'ai eu mon invitation, je me suis rendu à l'haut commissaire pour dire, alors, j'ai une chance inouïe. On m'a ouvert les portes. On doit coordonner pour achever le maximum. Il n'a pas pu me voir. Alors, je voulais coordonner avec les bureaux. J'ai demandé du Venezuela Desk qu'on me donne la constitution de Venezuela, qu'on me donne tous les rapports sur le Venezuela, etc. On ne m'a donné rien du tout. Le bureau ne voulait pas que j'aille en Venezuela parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas dicter les rapports. Il savait que c'était moi qui allais écrire les rapports et ils avaient peur. Et j'étais très déçu de ça. Même à mon âge, il y a des choses qui me surprennent. Que pensez-vous justement des rapports établis par ces ONG, ces mêmes ONG qui ne voulaient pas de votre présence au Venezuela? J'ai lu, avant d'aller en Venezuela, j'ai lu tous les rapports de Human Rights Watch sur le Venezuela, le rapport de Amnesty International, le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, les rapports bien sûr du Haut Commissaire aux droits de l'homme à l'époque, Zeid Ra'ad al-Hussein. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu seulement critique, mais pas de recommandations constructives, aucun essai d'offrir une sorte d'assistance technique ou d'aider le pays à mieux respecter leurs obligations dans le domaine des droits humains. Et ce que j'ai remarqué surtout dans les rapports de Human Rights Watch,
Ils se sont penchés seulement sur les droits civils et politiques à l'époque et ils n'ont pas étudié la situation politique concrète en Venezuela, par exemple, où il y a une opposition qui n'est pas très démocratique, une opposition qui avait organisé un coup d'État l'année 2002, une opposition qui voulait la mort de M. Chavez. C'était seulement parce qu'il a été sauvé par l'armée bolivarienne qu'il a pu survivre les coups d'État de 2002. Alors, beaucoup de gens dans l'opposition savent qu'ils ne peuvent pas être élus. Ils savent qu'ils n'ont pas la majorité du peuple. Et alors, ils peuvent gagner le pouvoir seulement par un coup d'État ou par une intervention militaire des États-Unis. Quelle a été votre méthodologie à vous? J'avais l'intention d'y aller, d'écouter, d'apprendre, de lire tout, de le digérer avant de produire mon rapport, d'avoir ma propre idée, d'écouter tout le monde, parce que le principe fondamental d'un rapporteur, c'est l'indépendance, et aussi la nécessité d'écouter tous les points de vue et de lire tous les matériaux. Et c'est pour ça, lorsque j'étais en Venezuela, je me suis entretenu avec l'opposition, avec membres de l'Assemblée nationale, avec des entrepreneurs, avec la Chambre de commerce, ce qu'on appelle en espagnol Fede Cámaras, avec des professeurs qui sont contraires au gouvernement, avec des curés qui sont contraires au gouvernement. Mais bien sûr, j'ai aussi parlé avec une trentaine des ONG qui sont favorables au gouvernement. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il est bon de rappeler quand même que vous êtes juriste, diplômé d'Harvard, que vous avez travaillé dans le système des droits de l'homme de l'ONU pendant 40 ans. Vous n'êtes pas chaviste, vous n'êtes pas communiste, vous n'êtes pas castriste. Mais on m'appelait ça. Donc, mais vous savez, lorsque j'ai écrit mon premier livre, il y a 40 ans, sur l'expulsion de 15 millions d'Allemands de la Prusse orientale, Poméranie, Silésie, Brandenbourg, Bohême, Moravie, etc., on m'appelait crypto-nazi, parce que j'ai dit, si les Allemands peuvent être victimes, pourquoi est-ce que ce monsieur écrit ça? Alors il doit être sympathisant avec les Allemands, c'est-à-dire si vous êtes sympathisant avec les Allemands, c'est-à-dire vous êtes sympathisant avec les nazis. Alors on m'a appelé tout, de nazi jusqu'à communiste, marxiste, et le New York Times m'a appelé récemment, ça c'était une première pour moi, on m'a appelé radical chic. Alors la chiquerie radicale. Mais je ne crois pas. Alors, je suis professeur de droit international. J'ai une carrière, si vous voulez, une carrière d'avocat à New York, par la suite de professeur en plusieurs universités en Allemagne, en Suisse, au Canada, etc. Alors, je ne suis sûrement pas un radical. On va revenir sur votre voyage au Venezuela, donc en 2018. À l'époque, les médias, les ONG parlaient d'une grave crise humanitaire. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, sur place?
on a inventé, l'année 2005, le concept de la responsabilité des protégés. C'est ce qu'on appelle en anglais R2P, Responsibility to Protect. C'est résolution de l'Assemblée générale 60/1 de 2005, paragraphe 138-139. Alors l'idée, c'est que s'il y a une crise humanitaire et l'État ne peut résoudre cette crise humanitaire, on peut avoir une intervention humanitaire, soi-disant, comme on a fait, par exemple, en Libye. Et nous avons, 9 ans après la chute de Kadhafi, on a un chaos total en Libye grâce à cette idée d'une aide humanitaire à la Libye. Alors, les Vénézuéliens ne veulent pas ça. Et j'ai remarqué, quasi unisono, tout le monde, soit Amnesty International, Human Rights Watch, International Service for Human Rights, parlait d'une crise humanitaire en Venezuela. Lorsque je suis allé en Venezuela et j'avais lu tous les rapports, je m'attendais à quelque chose de totalement différent. Effectivement, il y avait toute une série d'articles qui manquaient. Articles de toilettes et tous les articles de luxe, bien sûr, etc., etc. Mais je me posais la question, s'il y a un manque de médecine, s'il y a un manque des produits alimentaires, etc., pourquoi? Est-ce que c'est seulement parce que le gouvernement est corrupt ou incompétent, ou est-ce qu'il y a d'autres causes de ça? Alors j'ai découvert, d'ailleurs, je suis allé sans garde-corps, je suis allé marcher dans les rues pour écouter, pour voir moi-même. Je suis allé dans les supermarchés. Et je me suis rendu compte que le problème est beaucoup plus complexe. Nous avons les effets d'une blocade financière atroce. Vous avez des sanctions draconiennes contre l'économie de l'État. Vous avez du sabotage, et une partie de ce sabotage vient de l'opposition. Ce n'est pas seulement des États-Unis ou de la Colombie, ça vient de l'opposition vénézuélienne. Deux chercheurs états-uniens, Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, ont écrit en 2019 un rapport justement sur l'effet des sanctions au Venezuela. Alors, on ne peut pas accuser Jeffrey Sachs d'être un chaviste ou un communiste non plus. Il disait deux choses, je crois, importantes. La première, c'est que sans les sanctions, sans les mesures coercitives unilatérales, le Venezuela serait sorti de la crise économique dans laquelle il était suite à la baisse des prix du pétrole en 2016. Donc là, si on suit ces deux économistes, les sanctions ont évidemment eu un impact économique très fort sur les politiques du gouvernement bolivarien. Et puis, ils ont dit quelque chose, ils ont écrit quelque chose de plus tragique, c'est que de 2016 à 2018, le blocus contre le Venezuela se traduit par 40 000 morts. C'est énorme. Je voudrais avoir votre avis sur l'impact des sanctions sur la vie des citoyens au Venezuela. Vous savez que Jeffrey Sachs, qui est professeur à l'Université de Columbia, à New York. Depuis l'année 2000, alors c'est quelqu'un avec une expérience capitale. Alors lui, il a été
le special advisor, les conseillers de plusieurs secrétaires généraux des Nations Unies pour le Millennium Development Goals et par la suite les Sustainable Development Goals. Alors, c'est quelqu'un qui a des énormes connaissances, qui a écrit des magnifiques livres et des analyses. Alors, lorsque lui, ensemble avec Mark Weisbrot, ont constaté que les sanctions des États-Unis ont eu des conséquences fatales, létales pour la population vénézuélienne. Ils ont fait ce que tout le monde ferait dans cette situation, faire une estimation. Combien de personnes sont décédées qui ne seraient pas décédées s'il n'y avait pas eu de sanctions. Je crois que le chiffre de 40 000 décès supplémentaires pour l'année 2018 est complètement raisonnable et crédible. Alors, je me rappelle que pendant la période de sanctions contre l'Irak, il y a eu des sanctions contre l'Irak entre 1991 et 2003. Déjà, l'année 1995, UNICEF avait publié une estimation que au moins 500 000 enfants étaient décédés comme conséquence directe des sanctions. Les sanctions, c'est des morts. Et je crois qu'il n'est pas inintéressant de revoir ce que disait Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État des États-Unis, lorsqu'on lui demandait si les sanctions contre l'Irak, qui avaient eu pour conséquence la mort de 500 000 enfants, étaient justifiées. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Qu'a fait l'ONU à l'époque contre cette barbarie? Et deux amis à moi, Dennis Halliday, un Irlandais, et Hans Christoph Graf von Sponeck, un Allemand, ils étaient le Human Rights Coordinator, Humanitarian Coordinator in Baghdad. Dennis était là de 96 à 98. Il a démissionné de son poste en proteste et il a même dit qu'il s'agit d'un génocide contre le peuple irakien. Arrive Hans Christoph Graf von Sponeck. Il a résisté 2 ans. Après ça, l'année 2000, il a aussi démissionné. Et en proteste, et il a écrit un livre d'ailleurs, un livre très important qui s'appelle Another Kind of War. Alors, comment on écrase un peuple par les sanctions. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui en Venezuela. Pensez-vous que la migration de certains Vénézuéliens dans les pays limitrophes ou en Amérique latine et en Europe ou en Occident est une conséquence du blocus des sanctions contre le pays? Évidemment, si les sanctions ont eu comme conséquence que vous avez perdu votre travail, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, il faut nourrir vos enfants, vous n'avez pas de travail, il n'y a pas de futur, on sait que les sanctions, pas seulement continuent, mais s'aggravent. Alors, si vous voulez avoir un futur, une option, c'est l'immigration. Et c'était la même chose en Colombie, par exemple. Pratiquement personne ne sait qu'il y a
entre 5 et 6 millions de Colombiens qui ont émigré de la Colombie en Venezuela et qui pendant des années et des années et des années ont eu sans discrimination tous les bénéfices du projet social vénézuélien. Alors, évidemment, si il y a une crise économique dans votre pays, ça c'est une raison d'émigrer. Et si la crise économique est artificielle, et c'est ça dont nous parlons, c'est une crise artificielle, c'est une crise induced par les États-Unis. Et c'est étonnant que, en dépit des sanctions draconiennes, que le gouvernement n'est pas tombé. C'est comme à Cuba. Hein? Cuba a souffert 60 ans de sanctions et le gouvernement est, je dirais, même plus démocratique que le gouvernement aux États-Unis. Parce que, imaginez si on a maintenant le choix, le mois de septembre, d'un candidat Joe Biden contre un candidat Donald Trump. Alors, c'est-à-dire, on a un candidat qui est pour le Military Industrial Complex et un candidat qui est pour le Military Industrial Complex. Un candidat qui est pour Israël, un candidat qui est pour Israël. Un candidat qui est pour Wall Street, un autre candidat aussi pour Wall Street. Où est le choix démocratique? C'est-à-dire que le blocus économique serait un moyen pour arriver à cette fin, c'est-à-dire pour renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. L'idée de Elliott Abrams, l'idée de Donald Trump était de déstabiliser le gouvernement tellement qu'il y aura une révolution interne et le gouvernement va tomber. Après les regime change, on aura si vous voulez, une marionnette de Washington qui sera président et qui va privatiser tout. C'est comme je dis dans un de mes articles, ça c'est la journée de grand looting. On va s'accaparer de toute la richesse du pays. Ce n'est pas seulement le pétrole, hein, parce que Venezuela est énormément riche en bauxite, ils ont lithium, ils ont coltan. Alors c'est un pays énormément riche. Si on laisse le Venezuela vendre et acheter comme tout le monde, bien sûr, il y a des conséquences qui continuent, des sanctions, etc. On ne peut pas d'un jour à l'autre résoudre la crise. Mais ça, c'est déjà les débuts de la réhabilitation. Si vous enlevez les sanctions, ça donne au pays la possibilité de respirer et de se reconstruire, y compris aussi la restructuration de la dette. Parce que ça a été aussi touché, parce qu'on a attaqué la monnaie. Alors c'est incroyable. Vous savez qu'il y a une professeure à l'université de Caracas que je connais bien. Il est venu à plusieurs reprises à Genève. Pasqualina. Je l'ai visité lorsque j'étais là. Et il a écrit 3 bouquins que je connais. Que j'ai lu aussi. Il a écrit un bouquin, Hyperinflation. Alors, si on ne connaît pas ça, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est là, le livre. Hyperinflation, une arme impériale par Pasqualina Curcio. Celui qui n'a pas lu ça, il ne devrait même pas parler du Venezuela. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais c'est vraiment un ouvrage indispensable pour comprendre la guerre économique que se livrent les États-Unis et leurs alliés contre le Venezuela. Pour Pasqualina Curcio, l'hyperinflation au Venezuela, elle est avant tout due
à la spéculation criminelle contre sa monnaie, contre le bolivar. Alors, le livre est en espagnol. Pour ceux qui voudraient l'avoir, le lire, évidemment, on le recommande. Écrivez-nous sur www.romainmigus.info ou sur notre page Facebook et on essaiera de voir comment on peut vous le procurer. Donc, spéculation criminelle, c'est la thèse de Pasqualina Curcio, spéculation contre le bolivar. Et à ce propos, Alfred de Zayas, j'aimerais que vous me commentiez une citation d'un sénateur des États-Unis, sénateur républicain en plus, Richard Black, qui, dans une interview le 21 décembre 2019 à Sputnik, déclarait « Nous avons attaqué leur monnaie et par le biais du système bancaire international, nous avons rendu la monnaie vénézuélienne sans valeur. Puis nous avons dit « Regardez à quel point ce gouvernement est mauvais, leur monnaie ne vaut rien. » Que vous inspire cette citation? Oui, alors ça me rappelle de l'argument très idéologique des néoconservateurs, ce qu'on appelle les néocons. L'argument que dit les socialismes, c'est un modèle manqué. C'est un modèle qui ne pourra jamais de la vie faire la concurrence avec nous. C'est un modèle qui ne fonctionne pas. Mais, et ça c'est le point, on fera en sorte que ça soit un échec. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément un échec parce que ça ne fonctionne pas. C'est un échec parce que nous, les États-Unis, vont faire tout le nécessaire pour faire que ces systèmes ne fonctionnent pas et ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire, c'est que Nixon avait dit en 1970 à Henry Kissinger, « We are going to make the Chilean economy scream ». Et lorsque ça n'a pas fonctionné, parce que lui, Allende, s'est tenu pendant 3 ans, jusqu'au septembre 1973. Alors, lorsque les mesures coercitives unilatérales n'ont pas fonctionné, on a utilisé un monsieur Pinochet pour éliminer monsieur Allende et pour donner la démocratie au peuple chilien, lui donner 17 ans des joies, 17 ans de démocratie, parce que le système de Allende, c'était un système faillido, c'était un échec économique. Alors on l'a vu, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU ne vous a absolument pas soutenu dans votre démarche au Venezuela. Et pourtant, ce même Haut Commissariat, sous la présidence de Zaïd al-Hussein, a écrit un rapport la même année, en 2018, sur le Venezuela qui s'intitulait « Droits humains au Venezuela, une spirale descendante sans fin ». On peut le voir, tout un programme. Et alors, là où c'est assez rigolo, assez cocasse, c'est que quand on regarde la page 2, pas besoin d'aller très loin, dans l'introduction, on se rend compte qu'ils ne sont jamais allés au Venezuela. D'ailleurs, on peut lire dans l'introduction « L'information contenue dans ce rapport est une compilation d'informations obtenues depuis l'étranger, notamment avec les interviews de 150 personnes. » Donc voilà comment c'est écrit un rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU sur le Venezuela. Grosso modo, c'est « Ouais, Bilout, ça va ? Ouais, tranquille, ouais. Dis donc, j'ai 2-3 trucs à te demander là. » Bon, évidemment, c'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux. Et le pire, c'est que le Bilout en question, c'est une ou des personnes, c'est des ONG qui sont elles-mêmes financées par les États-Unis ou par des gouvernements étrangers qui ont leur propre agenda politique au Venezuela et donc qui sont évidemment hostiles au gouvernement bolivarien. Donc,
Ceci étant dit, ceci étant rappelé, on revient avec Alfred de Zayas. Monsieur de Zayas, qu'est-ce que vous pensez des rapports du Haut-Commissariat de l'ONU sous la présidence de Zaïd Al-Hussein? Manque de professionnalisme. Alors, les deux rapports présentés par Zaïd Rad El-Hussein ne sont pas professionnels, sont radicalement one-sided. Il y a seulement un point de vue. Et vous savez que plusieurs organisations non gouvernementales vénézuéliennes, vraiment vénézuéliennes, par exemple Funda Latin, une organisation établie une vingtaine d'années avant Chavez. Ce n'est pas une organisation chaviste. Cette organisation était venue à plusieurs reprises à Genève voir le Venezuela Desk et voir le haut-commissaire. Ils ont donné dans les mains du haut-commissaire toute une documentation, par exemple, des crimes de l'opposition, du sabotage, du contrebande. Vous savez qu'énormément de la nourriture qui est subventionnée par le gouvernement, les CLAPS, le riz subventionné, il y a des gens, des groupes criminels, de cliques, qui amènent ça pour le vendre à 10 fois, 20 fois le prix en Colombie. Il y a une énorme bloodletting, si vous voulez. Les médicaments, la nourriture, le pétrole. Alors, ça sont des éléments qui devraient être reflétés, auraient dû être reflétés dans les rapports du haut-commissaire à l'époque. Ils ont donné des évidences avec des photos. Hein. Et moi, j'ai interviewé des personnes qui étaient victimes de soi-disant guarimbas. Guarimbas sont, dit-on, les manifestations très violentes de l'opposition, où ils ont brûlé en vie 7 ou 8 personnes, par exemple. Ça, c'était l'année 2017, avant ma visite. J'ai interviewé un jeune homme qui avait été brûlé. Alors, il venait avec sa moto, il voulait passer la guarimba, on l'a laissé tomber de son moto et on l'a jeté gasoline. Hein. Voilà. Et on a tué plusieurs de cette façon. Alors c'était une terreur de la part de ces fanatiques de l'opposition. Alors il y a une grande documentation de ça, avec photos, avec vidéos, qu'on a livrées au bureau du haut-commissaire. Vous lisez les documents, il n'y a pas de mention du Fonds de Latin, de toute cette documentation. Et ce n'était pas seulement Fonds de Latin, c'était le Grupo Sures, aussi la Red Nacional de Derechos Humanos, une autre organisation non gouvernementale. Ils sont venus au Conseil des droits de l'homme 2016, 2017, et ils ont toujours, pas seulement parlé au sein du Conseil des droits de l'homme, et ils ont eu des événements parallèles. Mais ils ont donné cette information au bureau. Et cette information a été supprimée. Ouais. Et le rapport de Madame Bachelet, parce que elle, Madame Bachelet, elle y est allée au Venezuela. Le principe fondamental de la justice, c'est audiatur et altera pars.
il faut écouter les deux parties, pas seulement une. Alors, les rapports des Zaïd étaient exécrables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas changé l'équipe. Les mêmes équipes qui a écrit le rapport au commissaire Zaïd étaient l'équipe qui a écrit le rapport de Madame Bachelet. J'ai eu l'occasion d'interviewer des responsables des groupes indigènes, puisque dans le rapport de Madame Bachelet, on accusait le gouvernement d'avoir massacré des indigènes. Et alors, il y a eu une réunion avec l'équipe de Madame Bachelet qui a eu lieu en mai 2019, en mars 2019, à l'aéroport de Puerto Ordaz, dans l'état du Bolivar, avec 70 leaders indigènes qui ont expliqué que le gouvernement n'avait pas massacré d'Indiens et que finalement, pour renforcer un peu le point de vue du gouvernement à l'époque. C'est pas vrai, il est parti pour raconter sa vie. Ce type est intenable, je vais le virer. En attendant, c'est pas faux ce qu'il dit. On va revenir sur ce qu'il mentionne en réécoutant les propos de Alua Núñez, ministre du pouvoir populaire pour les indigènes au Venezuela, qui nous raconte cet événement. Importante que sepas y que todo el mundo sepa que estos indígenas que yo te estoy contando que hicieron frente a todos estos cuerpos armados de esta derecha apátrida que pretendía meterse en el escamoto. Estos indígenas, que habían más de 400 hermanos indígenas, allí como 60, 70, si no me equivoco, se reunieron con el equipo técnico de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, se reunieron en Puerto Ordaz con el equipo técnico que vino anteriormente para hacer la visita y levantar toda la información sobre estos hechos. ¿Tú crees que algo de eso salió reflejado en el informe de Bachelet? Nada. Al contrario. Al contrario, le dieron toda la razón y le dieron todos los créditos y que todo había sido culpa del Estado y que el Estado había asediado y que había maltratado y había asesinado a los pemones. Y nada de eso, no dijeron nada. Se reunieron con 70 personas y no dijeron nada de lo que sucedió realmente en Santa Elena de Guayaquil. O sea, la propia comunidad de pemones que habían denunciado este atentado se reunieron con la gente del alto comisionado y no le tomaron en cuenta. No tomaron en cuenta nada, absolutamente nada de lo que ellos dijeron. Mira, y eso fue una reunión que yo creo que fue más de 2 horas en el hangar de Puerto Ordaz del aeropuerto, que ni siquiera quise ir yo, aun cuando me dijeron que si quería acompañar, y yo no quise ir para que no dijeran después que hubiese alguna influencia sobre los compañeros, sino que ellos expresaran qué fue lo que vivieron ellos, el temor que vivieron ellos de ver a gente armada, motorizada, queriendo asediar a los líderes de la revolución bolivariana, de las comunidades indígenas, para que no salieran a defender la revolución bolivariana, sino entonces ellos hacer creer que había sido tomada y que había entrado una ayuda humanitaria a Venezuela cuando era totalmente falso. Impressionnant. Voilà, ça c'est le fameux rapport Bachelet qui s'est retrouvé dans tous les médias, évidemment, pour critiquer le Venezuela. Vous avez vu la justesse, l'équilibre dans la méthodologie. Voilà, on va revenir avec M. de Zayas en espérant que l'autre a fini de raconter sa vie pour reprendre notre interview. Et puis, j'ai fait une interview aussi du secrétaire général du Consejo Nacional de Policía, que me dijo que recibió con el ministro al equipo técnico de la señora Bachelet, que le entregaron una carpeta de 400 páginas y que la respuesta fue: no podemos llevarnos tantos documentos. Y entonces dijeron: está bien, y le dieron un pendrive, une clé USB. Bien sûr. Et donc, ils l'ont eu, ils leur ont montré des assauts terroristes contre le ministère. Exactement, justement ça. Il n'y a pas une seule ligne dedans. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est une honte. Moi, j'étais pas seulement le secrétaire du comité des droits de l'homme, mais en tant que chef du département de requête, si une victime vient et me donne documentation, si le gouvernement vient et me donne documentation, ça aurait été pour moi absolument impensable
de le mettre dans la poubelle. Alors c'est quelque chose, c'est un crime contre l'éthique. C'est pas seulement un rapport qui n'est pas professionnel, mais c'est une violation de l'éthique. C'est on dirait the ethos of a researcher, the ethos of any investigator. Il faut absolument refléter les deux côtés, et on peut dire, si on va rejeter une documentation, il faut avoir une bonne raison. Et si on la rejette, au moins, dans une note en bas des pages, on va expliquer ça. Alfred de Zayas, quel type de rapport avez-vous eu avec le gouvernement du président Nicolás Maduro? Est-ce que le gouvernement bolivarien au Venezuela se refuse-t-il à des coopérations avec les Nations Unies, comme certains médias le laissent entendre? Ils ont dit, nous avons ouvert toutes les portes à M. de Zayas. Il a pu s'entretenir avec l'opposition, il a pu entretenir avec les organisations non gouvernementales contraires au gouvernement, il a pu s'entretenir avec Fede Cámaras, etc., etc., etc. Et nous avons essayé de mettre en œuvre quelques-unes de ces recommandations. Entre autres, la libération de 80 personnes qui étaient détenues. Bien sûr, je ne dirais pas que je suis la seule cause. Alors, c'est un état des droits. Un état des droits, les gens ne sont pas libérés seulement par décision du président. Il y a une procédure. Il y a une procédure judiciaire, il y a une procédure administrative, mais parfois, on peut, par miséricorde, si vous voulez, libérer quelques personnes. Alors, moi, je considère que c'était déjà un succès considérable d'avoir la libération spécifiquement de 23 personnes que j'avais demandé, y compris Roberto Picón, qui était un personnage de l'opposition. Je me suis entretenu avec sa femme et avec son fils lorsque j'étais à Venezuela. Et alors, je pensais que c'était un cas méritoire et j'étais très content qu'il a été libéré. Voilà que le gouvernement a voulu coopérer avec les Nations Unies et a mis en œuvre une recommandation. Mais l'autre, peut-être plus important, c'était les nouveaux arrangements qu'ils ont faits avec la FAO, avec la OMS, avec la CEPAL, etc., pour une aide, une assistance technique des Nations Unies, des agences des Nations Unies, pour aider les gouvernements à sortir de cette crise artificielle imposée par les blocades financières et les sanctions. Et récemment, parce que alors mon mandat s'est achevé en 2018, l'année 2019, j'étais professeur de droit international, mais je n'avais aucune fonction officielle pour les Nations Unies. Par contre, j'ai suivi ce qui s'est passé en Venezuela, ça m'intéresse. J'ai une sympathie pour les gens, pour tous les gens qui souffrent. Et j'aimerais bien voir cette situation résolue. À la différence des rapports biaisés de Zaïd Al-Hussein ou de Michelle Bachelet, qui n'apportent rien, quel est le plus de la méthode de Zayas? Si on me donne, dit-on, visibilité dans ces domaines, si on se rend compte que la méthode Zayas a de bons résultats. Par contre, la méthode de naming and shaming, la méthode de grandstanding, la méthode de faire beaucoup de bruit contre un État n'a
aucun effet positif pour les victimes. Et moi, je m'en fous du gouvernement, ça m'intéresse seulement aider des personnes réelles, des personnes qui souffrent. Est-ce que ce manque de discernement, ce parti pris politique permanent, le manque de professionnalisme, finalement ne discrédite-t-il pas le système des droits de l'homme de l'ONU? Ça devrait le décrédibiliser. Ça devrait. Mais ça dépend des gens comme vous. Il faut qu'on sache qu'on a manipulé. Le New York Times, le Washington Post ne va jamais publier des choses pareilles. Par exemple, j'aurais pu donner une interview comme je vous donne aujourd'hui à vous. J'aurais pu donner une interview au New York Times ou au Washington Post, mais vous pensez qu'ils s'intéressent à m'interviewer? Ou au CNN ou au BBC. La presse n'ose pas le publier. Mais enfin, vous êtes là. On est là, on est là. Et on essaie d'informer avec le peu de moyens que nous avons. Pourquoi une personne comme vous, avec l'expertise qu'elle a, peine à se faire entendre dans les médias? Pourquoi le système barbare des sanctions économiques, du blocus financier est-il absolument inconnu du grand public? C'est une guerre pas seulement économique, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre informatique. Si vous n'avez pas accès à l'information, si vous avez seulement 50% de la vérité, on vous a menti. On est en train de nager dans un océan des mensonges. Alors, le narrative sur le Venezuela est faux. Le narrative sur la Syrie est faux. Ça ne veut pas dire que Maduro est un grand homme ou un bon homme ou que Assad est un démocrate ou quelque chose. Non. C'est seulement que les peuples, même les professeurs, n'ont pas accès à l'information. Aujourd'hui, si vous voulez être informé, la seule manière, c'est, vous lisez comme je fais tous les jours, je lis le BBC, le CNN pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Mais je lis aussi le CCTV, le chinois, je lis Al Jazeera, je lis Telesur, je lis RT pour avoir tous les points de vue. Et nous vous invitons à lire romainmigus.info. Mais oui, voilà. Alors, lire The Intercept, ou lire Truth Out, ou lire Counterpunch, c'est absolument nécessaire parce que, hélas, on supprime les informations. Ce n'est pas seulement une question de fake news. Ça serait facile si ce serait seulement fake news. Ce sont les news qui sont supprimées. C'est un problème de n'avoir pas des éléments cruciaux pour juger une situation. Et comme je dis, avec mon rapport, puisqu'on ne pouvait pas contredire ce que j'avais constaté, on ne pouvait pas dire que De Zayas a fait une erreur ici ou là ou là. J'avais donné que de faits. Alors, j'avais constaté A, constaté B, C, etc. Bon, on ne peut pas dire que c'était un travail qui manquait de méthode ou qui manquait d'objectivité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore. Comme je dis, alors, les silences après mon rapport étaient inconcevables. Comme on dit en anglais, the silence was deafening. Alors, le silence était ensordecedor en espagnol. Je parle les mots en français. Assourdissant, oui. Alors, il n'y avait
pas de commentaires sur mon rapport. Alors, mon rapport a été enterré. Et ça aurait dû rester enterré. C'était seulement grâce au journal The Independent en Angleterre que ça a explosé, et ça a explosé plusieurs mois après la publication du rapport. Ça a explosé le mois de janvier 2019, et par la suite, CAM, professeur Jeffrey Sachs et Mark Weisbrot avec leur rapport qui alors ajoute à mon rapport, qui se base sur mon rapport et dit, alors bien sûr que les sanctions tuent, les sanctions sont criminelles, les sanctions aujourd'hui sont un crime de lèse-humanité. C'est un crime contre l'humanité qui maintenant est déjà en investigation par Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Pourtant, l'information, elle existe. Elle existe, elle est même publique. J'aimerais que vous me commentiez, monsieur de Zayas, une citation de William Bromfield. Donc, William Bromfield a été ambassadeur des États-Unis au Venezuela et puis en Colombie. Et il a été interrogé le 12 octobre 2018 sur Voice of America et il déclare ceci: « La meilleure résolution est de précipiter l'effondrement du gouvernement vénézuélien, même si cela provoque une période de souffrance durant des mois et des années pour les Vénézuéliens. » Ça, c'est preuve de l'intention dont on a besoin pour constater le crime du génocide. Vous savez que la Convention de 1948 sur les génocides dit que les actions politiques, économiques ou d'autres, militaires, contre un peuple qui ont comme conséquence un grand nombre de morts peuvent être considérés comme génocide, surtout lorsqu'on a la preuve de l'intention. Alors ça, c'est évident. Alors, l'intention, c'est le regime change. Mais les moyens de regime change, c'est la mort d'un grand nombre de personnes et on est prêt à accepter la mort d'un grand nombre de personnes pour achever regime change. Alors, dans le même genre, John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré le 11 avril 2019 sur la chaîne Univision: ce que nous faisons, donc nous les États-Unis, ce que les États-Unis font au Venezuela, c'est comme lorsque Dark Vador dans la Guerre des Étoiles étrangle lentement quelqu'un. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire économiquement avec le Venezuela. Un commentaire? Alors, je dis, il y a quelque chose de positif là, à savoir, il est honnête. Il dit exactement ce qu'on est en train de faire. C'est comme un criminel qui se vante de son crime. C'est comme, dit-on, Eichmann, on dit qu'il sauterait avec plaisir dans sa propre tombe en sachant qu'il avait tué tellement de juifs. Alors, on se vante de ces crimes. Alors, il y a des gens qui sont comme ça. Alors, ça ne m'étonne pas d'une personne de la mentalité et dit-on, du manque total d'éthique comme M. Bolton. On va reprendre une autre citation. Alors pourquoi aussi ce genre de citation? C'est pour montrer que finalement
le blocus contre le Venezuela est une réalité et les informations, on ne les trouve pas seulement chez les Russes, chez les Cubains, chez les Iraniens, chez les Turcs ou je ne sais quel autre pays encore, mais directement chez les membres de l'administration des États-Unis. Alors, on va écouter Thomas Shannon. Thomas Shannon a été vice-secrétaire d'État des États-Unis, c'est-à-dire vice-ministre des Affaires étrangères, et lors d'une interview dans le Financial Times le 7 juillet 2019, il déclarait, ouvrez les guillemets, « Les sanctions contre le Venezuela sont comparables au bombardement des Alliés contre Dresde ou Tokyo en 1945. » Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, on montre l'intention de tuer. Alors, c'est ce qu'on appelle en latin mens rea. C'est-à-dire, le mens rea est là. Il est conscient de son crime, mais il pense que the end justifies the means, que regime change est tellement important qu'on va accepter la mort d'un nombre indéterminé de personnes. Mais ça, je ne compare pas avec Dresde ou avec Tokyo. Je le compare avec Leningrad. Alors, le siège de Leningrad par les nazis, qui a duré, je crois, 872 jours, si je ne me trompe pas, a tué entre 700 000 et 1 million de Russes. Alors, c'était un crime contre l'humanité reconnu par le jugement de Nuremberg, violation de l'article 6, petit c, du statut de Nuremberg. Alors, ce qu'on fait avec le Venezuela, c'est comme le siège de Leningrad. On a siégé pas seulement une ville, on a siégé tout un pays. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne pour le Venezuela? Qu'est-ce qui ferait que le système barbare des sanctions puisse être levé? Je ne vois pas un changement de politique, même si le prochain président des États-Unis s'appelle Joe Biden, je ne vois pas une amélioration de la situation pour les Vénézuéliens. Ça pourrait arriver si les Européens prennent leurs obligations selon la Charte des Nations Unies au sérieux, s'ils prennent leurs obligations selon le pacte de droits civils et politiques, pacte de droits économiques, sociaux et culturels au sérieux, et ils obligent les États-Unis à lever les sanctions. On peut faire des pressions aux États-Unis, mais on ne veut pas. C'est ça le problème. Il y a une politique de droits de l'homme des bouts de lèvres. Il y a une politique de droits de l'homme qui est hypocrite et sélective. Et bon, c'est seulement pour mentir aux gens. Le mot de la fin, peut-être, une vision peut-être optimiste, un mot pour rester optimiste? Mais je n'abandonne pas l'espoir. Alors, ça peut changer. Alors, c'est une question de perception. C'est une question si la presse s'en occupe, si les médias font des rapports bien étayés, bien recherchés sur ce thème, c'est possible que peu à peu, les gens arrivent à penser pour eux-mêmes. Et c'est ça que j'espère que vos écouteurs vont arriver à faire. En tout cas, je vous salue tous qui écoutent, et je salue le peuple vénézuélien qui a déjà beaucoup souffert. Alfred de Zayas, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup.
Alors j'en profite aussi pour remercier de manière un peu bipolaire notre reporter. Merci à toi. De rien mon gros. Eh bien écoute, je suis toujours à ton service et à bientôt. On en profite aussi pour remercier ceux qui nous ont soutenus. Nous, on a été aussi un peu soutenus. Donc nous remercions Amanda, nous remercions Juan Manuel et Pilar, nous remercions bien évidemment Patricia, donc tous des compañeros y compañeras de Suisse. Voilà. Cette vidéo, elle est importante, donc n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis, à débattre d'ailleurs de cette vidéo et n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur le blog www.romamigus.info. Et à bientôt.